Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la fin d'un événement assez unique, la fin d'un confinement généralisé au niveau mondial pour cause d'épidémie. Pour vous, sur le plan écologique, quelles sont les leçons à tirer de la situation présente et aussi de la dynamique qui a été à l'œuvre pendant les derniers mois? On l'a un peu évoqué. Est-ce que vous voulez mieux préciser ce que vous avez perçu de ce qui s'est passé, des grands enjeux, des perceptions peut-être des citoyens par rapport à ce qui se passe et de ce en quoi éventuellement ça peut nous aider, nous inspirer pour la suite des opérations. Charles, peut-être. Ouais, alors peut-être moi, d'un point de vue écologique et du coup dans l'approche qu'on développe depuis le début, c'est-à-dire que l'écologie c'est pas les petits oiseaux et les petites fleurs seulement, c'est une approche du monde. Donc dans une vision d'écologie politique, moi je tire quatre enseignements de la période que nous avons traversée. Le premier, c'est l'extrême vulnérabilité de nos activités, de nos territoires et la mise à l'épreuve très très visible et perceptible par tous par ce virus qui part à un bout du monde et arrive à mettre la moitié de l'humanité en confinement, ce qui est quand même, c'est quand même évidemment incroyable. Et donc on a vu que nos activités ne pouvaient pas résister à ça. Alors, en tout cas, on a pris les décisions qui ont fait en sorte que nos activités n'ont pas résisté à ça. Et puis, on avait certaines activités qui, très dépendantes de circuits très longs, de circuits internationaux, très dépendantes d'interventions impossibles dans cette période, se sont vues en grande difficulté. Vulnérabilité de l'alimentation, vulnérabilité sur les déchets, vulnérabilité qui a été beaucoup moins objet d'échange sur l'énergie. Avec Benoît, on s'est penché là-dessus en appelant un peu tous les acteurs de l'énergie à la fois, y compris on a appelé les vendeurs de fuel. Hein. C'est moins ceux qu'on appelle d'ordinaire, mais en même temps, quand on s'occupe de cette question, c'est quand même un peu bien de comprendre et d'aller discuter avec tout le monde. Et en fait, ça s'est bien passé, mais ça aurait pu vraiment très mal se passer. Je prends l'exemple de GRDF qui nous avait expliqué avoir des stocks de pièces pour la maintenance pour 3 semaines. Si la crise avait été au-delà que ce que l'on a connu, ils auraient pu avoir des difficultés d'approvisionnement de pièces pour maintenir le réseau, ce qui quand même interroge. Et je ne vous parle pas du nucléaire où là on a eu quand même, on peut le dire Benoît, une omerta incroyable. C'est ceux qui ont été les moins transparents sur la situation. C'est-à-dire la note qu'on a reçue, pour moitié était consacrée au grand carénage, et pour le reste, ne nous disait pas grand-chose, à part qu'il y avait un plan de continuité d'activité, ce qu'on savait déjà, de l'impact. Et on a su par ici, par là, qu'il y avait eu, au moins sur une centrale, un nombre de malades importants. Moi, j'en sais pas, j'ai pas le détail, mais ça aurait pu questionner. Imaginez au regard des compétences nécessaires pour maintenir une centrale, la boîte d'intérim, elle va pas trouver des remplaçants comme ça. Hein. Et donc, du coup, imaginons que tout le monde a été malade. Voilà, les problématiques que ça posait, c'était quand même énorme. Donc, fragilité, premier enseignement. Deuxième enseignement, évidemment, un impact majeur de notre implication dans un système mondialisé. Et donc, les théories collapsologues ou les réflexions de la collapsologie qui renvoient à l'idée qu'on est dans un monde systémique, elles se sont un peu réalisées à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire d'une vulnérabilité ou en tout cas d'une atteinte probable aux écosystèmes écologiques en Chine, à des formes d'élevage, à la transmission des animaux vers l'homme, on arrive à un virus qui se propage dans le monde, évidemment tout étant extrêmement systémique. Ben, du coup, les fragilités, elles s'expriment à tous les bouts du système. Elles ne s'expriment pas qu'à l'endroit où il y a un problème. Et ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, c'est que on est dans un monde d'inégalités majeures et on les a vus de façon puissance 10 dans ce moment-là. On le sait, mais on se les est pris de façon plus affirmée. Inégalité devant le logement. Vous ne vivez pas le confinement de la même manière quand vous êtes dans un petit studio, quand vous êtes dans une maison avec un jardin. Inégalité devant le numérique, puisque là nous sommes en ligne. Inégalité devant la situation économique, tous les intérimaires qui se sont retrouvés avec plus de revenus d'un seul coup, tout s'arrête. Voilà, donc quand même quelque chose d'extrêmement extrêmement violent de ce point-là. Et puis le quatrième enseignement, alors je pense que je pourrais en dérouler d'autres, mais cet enseignement, c'est plutôt, ça nous dit quelque chose de ce qui est possible. Ça nous dit quelque chose de ce qui est possible, à la fois par la capacité du politique pour sauver nos vies à arrêter toute la machine. Voilà. Alors, sans doute avec
un modèle très occidental. C'est-à-dire, je pense que c'est quand même le Nord qui décide d'arrêter et enchaîne, tout le monde arrête. Il faudrait sans doute du recul historique pour regarder ça, mais on a l'impression quand même que on a projeté nos façons de nous confiner sur d'autres. Voilà. Enfin, je dis le Nord, évidemment, tous les pays n'étaient pas dans le Nord, mais enfin, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y aurait sans doute des choses à dire là-dessus et de regarder ce que ça a produit dans les différents pays. Et puis, autre enseignement, même si c'est loin d'être généralisé, de possibles pratiques nouvelles, des redécouvertes, la possibilité d'entendre de nouveau les bruits de la nature ou de moins entendre les bruits qui nous envahissent, le fait d'être contraint à prendre des circuits courts et à consommer local, des formes de solidarité assez originales qui se mettent en mouvement. Donc voilà, et je suis j'ai été très intéressé, le suis toujours, par les 4 questions de Bruno Latour, qui nous interrogeait sur, alors c'était ses propres gestes barrières à lui pour le monde d'après. Et il nous invitait à nous dire, mais de tout ça, qu'est-ce que je veux garder ? Qu'est-ce que je veux plus voir de ce qui existait dans le monde d'avant ? Enfin, je le vulgarise un peu. Hein. Et qu'est-ce que je veux bien voir, mais en l'ayant transformé ? Par exemple, quand même, on se déplace moins. Et c'est quand même chouette de moins se déplacer, de passer moins de temps en mouvement. Voilà. Puis je finis avant de laisser la parole à Benoît là-dessus. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Je ne sais plus qui à cet instant, mais c'est un avocat. D'ailleurs, j'étais étonné que ça voilà, c'était pas une réflexion juriste du tout, mais c'était de dire, en fait, ce confinement, on en avait besoin. Et il a fait du bien. Et en fait, on a tous été disciplinés. Il n'y a eu quasi aucune indisciplinarité, contrairement à ce qu'on a raconté sur les Français qui seraient ceci, cela. Moi, je crois qu'on avait besoin de cette pause dans ce monde, ce que racontait Benoît tout à l'heure, dans ce monde qui va à toute vitesse, ce monde ultra-libéral où quand même on est dans une guerre constante. Voilà. Et donc, il y a eu une acceptation, une espèce de plaisir inavouable. Il fallait se plaindre quand même un peu, hein. Mais il y a eu quelque chose de l'ordre de voilà, ça, il y a une pause. Les jardins vont être magnifiques. Les jardins vont être magnifiques. Le nombre de personnes qui se sont jetées sur, voilà. Donc, je trouve il faut aussi regarder ça, quoi. Voilà, je pense qu'on avait besoin de ça. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut faire un confinement tous les ans. J'en sais rien, je ne sais pas comment. Mais il y avait quelque chose il y avait une forme de plaisir aussi. Et du côté de Benoît ? Bah, en fait, en plus, dans ce que tu dis, parce que j'ai vécu aussi ce plaisir malsain de découvrir ce qu'est le confinement et qui est lié aussi au fait que, sachant que tout le monde s'arrête, pas tout le monde en l'occurrence, mais en tout cas, une grande partie des gens s'arrêtent, on se dit pas, comme aujourd'hui quand on part en vacances, oh purée, quand je vais revenir, la montagne d'emails que je vais avoir, de messages sur mon téléphone, la quantité de choses qu'il va falloir rattraper. Donc, même quand on fait des pauses aujourd'hui, au moment où on recommence, on retrouve l'accumulation, alors que là, on s'est retrouvé vraiment, entre guillemets, tous en pause. Et je pense que c'est aussi ce qui a participé à ce sentiment. Moi, alors, je plus sois tout ce qu'a dit Charles. Voilà, je pense que c'est déjà extrêmement riche et bien décrit de ce qu'on a vécu. Moi qui travaille du coup sur les questions d'effondrement depuis un certain temps, je me suis questionné sur bien sûr ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là, et parce que en fait personne l'a vu venir. Voilà. Personne l'a vu venir. Je me rends compte que globalement, c'est comme le fait de voir les arbres mourir sur pied quand il y a des cumuls de sécheresse. En fait, personne ne le voit venir et puis bon, d'un seul coup, ça nous tombe dessus et là, boum, on prend ça dans la tête et ça fait bizarre. Et là, on a fait une visio avec l'Institut Momentum, voilà. Donc l'Institut Momentum, c'est ce fameux laboratoire de pensée dont je fais partie, avec Yves Cochet, Agnès Sinaï, Mathilde Chouba, etc. Et on s'est fait une visio au bout d'une semaine de confinement, un truc comme ça, pour se dire, bon les amis, on en est où, quoi. Et ben en fait, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est pas parce que on en discute, c'est pas parce qu'on y réfléchit
que au moment où ça nous tombe dessus, on le vit bien en se disant, bah finalement, c'est bien ce que j'avais imaginé, etc. Et on s'est retrouvé avec parmi les membres des gens qui étaient en détresse parce que, bah, effectivement, comme disait Charles, voilà, une personne qui était dans un appartement à Paris, sans balcon, sans jardin, dans une situation avec un enfant en bas âge, etc. Et qui du coup vivait quelque chose d'absolument terrifiant. Et donc du coup, on se retrouvait là et on se rendait compte qu'on n'était pas du tout sur un pied d'égalité dans cette situation. Et donc il y a un côté, on peut bien théoriser tout ce qu'on veut. Au moment où les trucs nous tombent dessus, de toute façon, on n'est pas prêt. Et c'est en gros ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé là. Et c'est en tout cas pour moi une des leçons. Après, ce qui m'a vraiment marqué et donné beaucoup d'espoir, au moins au début du confinement, c'est ce que disait Charles. C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, le politique est encore capable de quelque chose et il est capable en effet de tout arrêter. Et j'ai envie de dire presque de tout nationaliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, OK, on arrête tout là. Bon, nous, on va tout tenir. Il y aura de trouver des milliards. De trouver des milliards. Voilà, on ne sait pas où, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de perte d'emploi, pas de perte de financement. C'est quel que soit le coût, de toute façon, tout ça, ça va tenir et c'est grâce à nous, grâce à l'État. Et ça, alors évidemment, j'aurais aimé entendre ça avant sur les sujets du climat, etc. Mais avoir ce côté solennel où je pense, je ne sais pas quel pourcentage de la population était devant sa télé ou en écoutant sa radio à ce moment-là, mais pour moi, il y avait un côté waouh, enfin, il y a un truc comme ça qui arrive. Et du coup, je me suis dit, puisque l'État est capable de tout nationaliser, entre guillemets, eh bien, peut-être que l'État va être capable de dire, bon, eh ben maintenant que tout est nationalisé, on va décider de comment ça va repartir. Et c'est là où, en fait, ça a été ma grosse rechute. Ça a été ma grosse rechute, c'est qu'à mesure que le confinement avançait et qu'on voyait les analyses des uns et des autres qui disaient non mais en fait finalement l'après sera pire que l'avant, et de voir qu'en effet la ville de Paris est la ville européenne qui a le plus repris en termes de pollution atmosphérique, que la Chine c'est un truc de dingue en termes de consommation de charbon, etc. Ça m'a un peu, comment dire, moralement démoli parce qu'en fait, il y avait avant toujours cette excuse de dire non mais vous comprenez, on est dans un truc, voilà, les gens sont, il y a une course effrénée, on peut pas s'arrêter, vous comprenez, c'est trop beau, voilà. Et puis là d'un coup, tout est arrêté, on pourrait se mettre autour de la table et se dire ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui reprend là? Eh ben non, en fait, on dit bon ben c'est pas grave, on fera plus d'avions au pétrole, on fera des avions à hydrogène. Voilà. Et c'est le seul truc qu'on est capable de dire en sortie de confinement. Et donc il y a un côté assez dramatique. Et donc après, derrière, ce qui est frappant aussi, c'est la question de la vulnérabilité et de fragilité en tout cas qu'évoquait Charles. Pour avoir travaillé sur la résilience, moi j'ai trouvé très intéressant en effet d'appeler les acteurs et de me rendre compte en effet que heureusement que c'était une pandémie à peu près maîtrisée et que c'était un virus à peu près gentil. Voilà. Si ça avait été un virus un peu plus violent, un peu plus qui se transmet un peu plus que ça, je pense que la situation en termes de gestion des déchets, en termes de gestion de l'énergie, comme disait Charles, sur l'entretien des réseaux, la maintenance des centrales nucléaires. D'ailleurs, on va avoir les effets secondaires sur les centrales nucléaires parce qu'il y a des maintenances qui n'ont pas pu être faites et donc des centrales qui pourront pas être allumées pendant l'hiver. Donc, il va y avoir des petits sujets de surconsommation et des risques de délestage, voilà. Et donc, en effet, j'ai trouvé très intéressant de voir à quel point on était fragile et vulnérable à ce moment-là. Et là encore, malheureusement, je regrette qu'on oublie trop vite cette période-là, un peu en mode poisson rouge, c'est-à-dire ça y est, on a fait le tour du bocal du confinement, on peut repartir comme avant et puis ne pas tirer les leçons. Et on revient à cette société productiviste où l'idée c'est de dire bon, ok, allez, faut sauver les emplois, etc. Et c'est vrai que ce qui me chagrine dans tout ça, c'est que finalement on a vécu une période là, quelques années, pendant laquelle l'énergie est en bon marché,
l'économie allait plutôt bien. Voilà, depuis 2014, le prix du pétrole s'est effondré, l'énergie est pas chère, et donc globalement, on a une économie qui va plutôt bien, un taux de chômage qui a baissé, et donc la préoccupation économique et l'argument massu de le problème principal, c'est le chômage, a pris un peu de recul, et on s'est intéressé davantage à l'écologie, au climat et à ces enjeux-là. Et là, d'un seul coup, eh ben, ça permet à nouveau, puisqu'il y a la violence, vous comprenez, la violence sociale que sont en train de vivre les gens, de dire « nous emmerdez pas avec vos histoires d'écologie, on verra ça plus tard. Le sujet maintenant, c'est la violence sociale que sont en train de subir les gens. » Et donc, on est en train de revenir aux vieilles recettes de l'écologie contre le social et de se dire « bon, bah, vous comprenez, ça y est, à nouveau, on peut s'intéresser à des vrais sujets. » Et les vrais sujets, c'est de savoir effectivement comment on fait en sorte que l'industrie puisse repartir, etc., etc. Voilà. On a ce risque-là, ça ne veut pas dire que ça soit fait. On a le risque. Non, je fais ces petites légères contradictions, c'est pas souvent, mais je pense qu'il y a le risque de redissocier la question sociale et la question écologique. Le mouvement, en tout cas la période du mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est pas les Gilets jaunes en tant que tel, a connecté de manière évidente la question écologique et la question sociale, et l'affaire du carburant a été flagrante. C'est-à-dire on augmente le carburant à Paris, on explique aux gens que c'est de la transition écologique. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça ne s'incarnait, ça ne se concrétisait par rien, si ce n'est un coup dans le portefeuille, et voilà. Et donc du coup, ça n'a pas été compris. Mais les mouvements Gilets jaunes, parce qu'ils étaient très nombreux, pour une partie, se sont sentis dans une espèce de forte envie de démontrer qu'ils n'étaient pas contre l'écologie. Et donc, ils ont produit toute une série de réflexions sur le sujet assez intéressantes. Et d'un coup, la question de la justice sociale et de l'écologie sont venus se connecter. Et je pense que le vote écolo qui monte en puissance, c'est une des raisons. C'est une des raisons, c'est qu'à un moment donné, non, ça marche plus de dire on va d'abord s'occuper du social, puis après de l'écologie. Les gens comprennent qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'on n'est pas encore au moment où c'est dissocié. Et je pense même qu'en avançant un peu dans le c'est reparti comme hier, mais comme ça va pas exactement marcher comme hier, parce que ça va pas être possible, je pense que les connexions vont pour partie se maintenir, se reformuler. Il faudra un peu de temps. On est encore dans le moment où je sais pas de quel côté ça va tomber, mais comme je suis plutôt un optimiste, ou en tout cas je veux avoir ça comme moteur, parce que sinon je serais un dépressif. Je me dis que cette connexion-là, elle est pas morte, elle est un peu interrogée là, et que ça peut repartir. Et là, par contre, du coup, j'ai l'impression que ça pourrait aller très loin dans les changements. Du coup, maintenant, ma vraie crainte, c'est que si on touche pas à l'organisation démocratique, je veux dire, si on touche pas à ça, je suis un peu inquiet, parce qu'il y a un décalage majeur entre ce que des gens sont pas loin d'être prêts à faire, et il y a une espèce de chape de plomb là-dessus qui est un discours à l'ancienne, qui est quand même dominant, voilà, et qui prend tout le devant de la scène, quoi, voilà. C'est-à-dire que quand même, on voit des émissions un peu maintenant sur Arte, sur tout ça, sur les collapsologues, et pas tourné en ridicule comme on a pu connaître, mais le discours dominant là du moment, c'est pas celui-là, quoi, voilà. Et donc ça aide pas à faire émerger ce qui se joue du côté d'une part des citoyens. Et moi, je pense que cette poussée d'Archimède, je dis souvent qu'il y a une poussée d'Archimède où ça nous pousse, ça bouscule, ça part c'est bottom-up, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Je pense que c'est à l'œuvre, à charge pour ceux qui ont envie d'en faire quelque chose, d'être vraiment à l'écoute de ça, et de faire que c'est ça qui l'emporte sur le reste. Moi, en tout cas, mon combat, il est là. C'est d'être à l'alliance, à l'endroit de l'alliance. Je dis souvent ça aux jeunes pour le climat. Je leur dis combien il est utile ce qu'ils font, même si, et je passe pas mon temps à leur dire que c'est pas bien, ils ont un téléphone portable, voilà, les contradictions, il y en a plein d'endroits, mais n'empêche que depuis qu'ils sont dans la rue, je peux vous dire que c'est vachement plus facile pour moi de négocier des budgets écologie, autour de l'écologie à l'intérieur de la région. C'est vachement plus facile de parler de ces sujets, parce que ça pousse, quoi, voilà. Donc on a besoin de cette alliance entre les citoyens, entre des institutions qui sont prêtes à changer les choses. Il y a des chefs d'entreprise qui sont en train de faire des bascules, ça se sent aussi. Et donc voilà, moi je trouve qu'il peut y avoir un alignement des planètes. Je dis il peut, parce qu'on n'a pas encore fait le diagnostic de ce qu'on est en train de vivre, on n'a pas fini. Et donc il y a encore un peu à attendre de laisser passer les quelques mois. Voilà, mais je pense que ceux qui s'agitent beaucoup dans le moment
s'agite sur la relance du vieux monde, mais je pense qu'ils peuvent déchanter très sévère, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce qui me donne de l'énergie, moi, pour pas me dire juste c'est reparti. Après, je croyais pas non plus que le monde allait pas repartir comme avant. Je me disais qu'il pouvait repartir comme avant, mais avec des gens encore plus convaincus qu'il fallait pas qu'ils repartent comme avant. Et ça, plus il y aura de gens convaincus qu'il faut pas qu'ils repartent comme avant, plus il y aura des inflexions sérieuses dans le système, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, ça me fait penser à la phrase de Churchill à Berlin après Munich. De mémoire, vous avez accepté le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. Ouais. Et finalement, c'est un petit peu le scénario qui est en train de se produire. Vous avez privilégié l'économie pour éviter l'effondrement, vous aurez l'effondrement de l'économie et vous n'éviterez rien du tout. Voilà. Donc c'est vrai que ce risque-là peut exister et c'est vrai que c'est important d'avoir conscience de ces éléments-là. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, pour revenir à la question de la transition énergétique et écologique, on a l'impression que c'est quand même quelque part une transition d'une énergie extractive vers une autre. On passe de l'énergie extractive des fossiles vers l'énergie extractive des métaux. Enfin, est-ce que la transition énergétique est vraiment autre chose qu'une version politiquement correcte d'une nouvelle forme de prédation? C'est effectivement un gros sujet de débat au sein de tous ceux qui s'intéressent à la fin de ce modèle basé sur les énergies fossiles, où effectivement, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la question de la transition allemande, hein, où en gros on passe on essaye de passer du charbon et du nucléaire aux énergies renouvelables, qui du coup effectivement ont une densité énergétique moindre et du coup suppose d'avoir plus de métaux, plus de matériaux divers, etc. Ça fait un énorme débat d'ailleurs, hein, avec les pro-nucléaires qui disent non mais faut arrêter cette folie des énergies renouvelables parce que c'est démentiel, ça bousille nos paysages, ça oblige d'avoir des gamins dans les mines de cobalt, etc. C'est juste pas possible. Et ce qui pose la question en effet de l'amont, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qu'on fait, à quoi nous sert l'énergie et qu'est-ce qu'on en fait. J'avais fait un papier pour l'Institut Momentum dans le volume Gouverner la décroissance qui avait été fait aux presses de Sciences Po, dans lequel en gros j'exprimais le risque de passer de la dictature du PIB à la dictature du kilowattheure. C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui on a un certain nombre d'ingénieurs qui sont passés en fait en disant on a besoin effectivement d'énergie pour faire du PIB, donc il faut plus que le PIB soit notre point de repère, du coup au kilowattheure, parce que du coup c'est l'ingénieur qui prend le dessus. Et dans ce cas-là, tous les moyens sont bons pour produire des kilowattheures. Et puis effectivement, on sort pas de la logique de prédation, parce qu'on cherche en effet simplement à remplacer un kilowattheure par un autre kilowattheure en essayant de préserver le climat et les pollutions de l'air, etc., etc. Et ça, c'est un vrai danger et qui contourne la question du changement de civilisation et qui contourne la question du à quoi nous sert l'énergie et pourquoi on a besoin de l'énergie. Et donc c'est la raison pour laquelle donc ça pose évidemment le sujet de la sobriété et de est-ce qu'on a besoin de tout ça et de toute cette frénésie, etc. Mais je considère que en effet la première question qu'il faut qu'on se pose c'est la question de ce dont nous avons réellement besoin pour vivre, et c'est la question aussi des capacités, puisque du coup il y avait des chercheurs qui avaient cherché à avoir d'autres facteurs que le PIB. C'était Tim Jackson notamment qui avait fait le bouquin Pour une prospérité sans croissance.
Et donc, avait essayé de voir quels étaient les travaux qui avaient été menés pour voir comment on peut imaginer un nouvel objectif de société qui soit pas cet objectif de prédation dont vous parlez, mais qui soit quand même quelque chose de satisfaisant et qui soit effectivement quand même un objectif de prospérité. Et donc, c'était cette idée, en tout cas, de permettre à chacun d'accéder à suffisamment de capacités, des capacités en termes de conscience, en termes d'activité physique, de religion, d'être en bonne santé, etc., etc. Donc, ça pose vraiment cette question de qu'est-ce qu'il faut, quel est vraiment notre souhait en termes de civilisation. Donc, je pense qu'il faut, quand on a fait le scénario Biorégion 2050, c'est un scénario dans lequel on n'a plus que des énergies renouvelables en 2050. Mais, on fait l'hypothèse que c'est pas du tout un scénario négawatt, c'est-à-dire que le scénario négawatt dit les énergies renouvelables nous permettent de vivre comme aujourd'hui. En gros, c'est ça. Et donc, ça suppose d'avoir toute la technologie avec, c'est-à-dire d'avoir de la méthanation, donc d'avoir la capacité de transformer de l'électricité en gaz naturel pour ensuite pouvoir l'injecter dans les réseaux qui vont servir de stockage, etc., etc. Donc, d'avoir une espèce de technologie absolument incroyable qui permet d'avoir, heure par heure, toujours la bonne réponse aux besoins pour une société industrielle et dans un monde où on a toujours de la croissance économique. Donc ça, c'est un scénario négawatt qui est entendable aujourd'hui politiquement et qui fait qu'on arrive à avoir au plus haut niveau de l'État des gens qui acceptent d'entendre effectivement le scénario négawatt. Le scénario biorégion dit plus ça. Le scénario biorégion dit les énergies renouvelables, bah oui, en effet, c'est quand même un peu variable. Si on n'a pas autant de moyens de stockage, bah peut-être qu'en effet, on n'a plus les mêmes stabilités de réseau. Et donc, il faut accepter d'avoir une société aussi qui va être capable de subir ces variations-là. De la même manière, l'exemple que je prends toujours, c'est le meunier qui était dans son moulin. Et ben, le meunier, il faisait de la farine quand il y avait du vent qui faisait tourner son moulin. Et ben là, l'idée d'avoir effectivement un TGV qui roule à 300 km/h, même s'il n'y a pas d'énergie disponible, et ben ça n'existe plus. Et donc, s'il faut qu'il reroule à 80 km/h parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, et ben il roule à 80 km/h parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc, transformation culturelle, acceptation du fait que éventuellement le train part pas à l'heure ou n'arrive pas à l'heure, etc., etc. Ça suppose, encore une fois, on revient au changement de civilisation, au changement de société. Mais la question de la prédation, elle se pose là, c'est-à-dire voilà. Il faut pas passer de la dictature du PIB à la dictature du kilowattheure. Et il faut essayer de repenser vraiment quels sont nos fondamentaux et qu'est-ce qu'on a envie pour le bien-être des citoyens. Charles, votre avis là-dessus? Benoît a dit beaucoup. Dans une nouvelle forme de prédation et que finalement, on passe de cette industrie extractive fossile à l'industrie extractive des métaux et que la transition écologique, c'est surtout ça. Alors, Benoît a dit le point central et dans tout ça, c'est-à-dire que si l'ambition est de remplacer une énergie par une autre sans changer rien de nos consommations, on ira vers ça, c'est-à-dire qu'on ira vers en tout cas les solutions d'aujourd'hui et il y en a pas d'autres qui sont sur la table, conduiront à une extraction majeure de métaux et de métaux, notamment les métaux rares, tout comme nos usages du numérique censés là aussi nous faire des gains de pilotage, etc., etc. Là, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup l'idée du numérique au service de la transition écologique, mais on s'intéresse assez peu à la transition écologique du numérique et on ferait bien parce que ça soit dans les conditions de fabrication, que ça soit dans les consommations d'énergie, que ça soit dans la gestion des déchets, que ça soit dans les capacités de recyclage, c'est un truc de malade. Mais ça, par contre, c'est pas discutable. C'est-à-dire que le métaux rare dans l'éolienne, c'est un scandale. Le métaux rare dans ça, là, dans nos téléphones, c'est indispensable. Voilà. Et donc, cet exemple, juste pour dire que le sujet, c'est quel choix de société, quel choix de consommation, compte tenu de ce que l'on sait de la rareté des limites de notre planète. Et tant que le raisonnement sera quelle production par rapport à nos consommations et non pas quelle consommation par rapport à la capacité de la nature à renouveler ce dont nous avons besoin, nous serons toujours dans l'erreur, quelle que soit la solution.
l'hydrogène est un sujet intéressant de ce point de vue. On a l'impression que c'est le nouveau or vert, enfin le nouveau pétrole qui arrive, ce qui est fou quand même, parce que on arrive à des situations, nous on connaît ça dans notre territoire, comme c'est pas mature, où c'est le réseau électrique qui va permettre de produire de l'hydrogène dans un territoire, parce que ils n'ont pas prévu la ressource renouvelable suffisamment. Donc pendant quelques années, ils nous disent que c'est pendant quelques années, ils vont se brancher sur le réseau électrique. Donc en gros, on utilise de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène pour mettre dans des bagnoles. Voilà, et donc on a quand même des circuits qui sont fous. Voilà, c'est-à-dire autant mettre de l'électricité directement dans la bagnole. C'est pas que je préconise, mais aller cramer et avec des rendements qui sont pas forcément très bons, parce que c'est de l'hydrogène, parce que c'est le truc qui va révolutionner tout. Voilà. Et pour autant, je vois plein d'usages intéressants dans l'hydrogène, mais comme sur n'importe quel sujet, il y a un raisonnement à changer. Et le plus dur, il est là. Le plus dur, il est là, parce qu'évidemment, la transition énergétique, ça va bien avec le système de pensée d'hier, quand on la regarde comme étant un marché nouveau qui existe, une économie qui va avec, voilà, parce que c'est comme ça que c'est regardé. Dès lors qu'on évacue la question de la sobriété, de nos usages, de nos manières de vivre, évidemment que on peut aller dans un système qui ira tout autant dans le mur ou autrement dans le mur, mais qui ira quand même dans le mur. Voilà. Voilà. Donc pour autant, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va utiliser ces arguments-là pour dire il faut pas faire de l'éolien, parce que par exemple en matière d'électricité, l'éolien c'est quand même un rendement et une efficacité extrêmement importante dont on a besoin au jour d'aujourd'hui. L'éolien terrestre, il n'y a plus de terres rares dedans, d'après ce que je crois savoir. C'est sur l'éolien marin où il y a encore des enjeux. Ça ne veut pas dire qu'on n'extrait pas des matériaux pour le faire, mais enfin, l'essentiel qui est dedans est recyclable. Donc, j'ai envie de dire que de ce point de vue, on peut avoir quelque chose de plus vertueux. Mais de la même manière, je n'imagine pas une seule seconde que on aille sans fin vers l'éolien pour répondre à tous nos besoins de consommation. Ce qui est dingue, c'est nos vies envahies par l'électrique partout. C'est-à-dire, il y a là une panne électrique et on voit le bazar quand même. On n'en a jamais des très longues, mais si on en avait une un peu longue, quel bazar! Là, en termes de vulnérabilité, on est dans une fragilité extrême avec l'électricité. Et donc là, voilà, c'est ce schéma-là qu'il faut changer. Et on voit bien la grande difficulté. Et peut-être je fais une petite boucle avec un truc qu'a dit Benoît tout à l'heure en parlant de Jean-François Caron. Moi, j'en appelle beaucoup aux acteurs culturels. J'en appelle beaucoup aux acteurs de l'éducation. J'en appelle beaucoup aux chercheurs pour nous aider là-dessus. On a fait un programme à Tours assez intéressant, un programme qui s'appelle Génie, qui est un programme de coopération entre des ingénieurs de l'énergie, notamment de chez Negawatt, et puis des acteurs culturels qui essayent d'imaginer des projets ensemble. Il y a par exemple un opéra de la transition qui a été créé. Il y a une réflexion sur le fait de créer un Parlement de la Loire pour donner une personnalité juridique à la Loire, enfin en tout cas essayer de défendre la Loire et représenter la Loire. Il y a un projet autour des déchets et du mobilier urbain, enfin voilà. Je trouve que voilà, on a besoin aussi de mettre en mouvement, et pour mettre en mouvement, on a besoin du lien. Et le lien, les acteurs de la culture, les acteurs de l'éducation, les chercheurs peuvent nous aider à ça. Et c'est comme ça. Voilà, donc la priorité pour moi, elle est là. Et je ne me fais jamais enfermer dans le débat pour ou contre, qui est un débat à la con souvent sur l'éolien. Pardon, c'est un peu osé comme mot, mais plutôt à qu'est-ce qu'on veut ensemble, quel choix on fait et comment on y va, quoi. Et après, on verra l'éolien dans le chemin. Alors, justement, là, on vient d'assister au premier retour des travaux de la Convention citoyenne sur le climat. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous avez retenu sur le fond et sur la forme, Charles ? C'était rigolo parce moi j'en avais mis une en place en région en même temps. Évidemment, elle a fait moins de bruit parce qu'on n'a pas exactement les mêmes moyens. Et donc nous, c'était beaucoup moins de monde, mais ils vont rendre leur copie à peu près dans le même moment, donc c'est plutôt rigolo. Moi, je faisais partie de ceux qui ont lancé l'appel qui s'appelait les Gilets citoyens. Et donc j'étais un des signataires et dans la boucle qu'a conduit à faire émerger cette convention citoyenne. Je pratique régulièrement dans la région les jurys citoyens, les panels citoyens, donc le tirage au sort pour mettre en place
de l'implication citoyenne. Moi, j'y vois une vertu qui n'est pas la décision, mais qui est l'amélioration des processus de délibération. On a besoin d'éclairer le débat, on a besoin pour ça d'impliquer des citoyens dans ce processus délibératif. Et c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Ça ne fait pas une vérité à la fin, ça fait une matière qui vient alimenter les décisions qui seront prises. Avant de parler du fond, je parlais du processus. Je termine sur le processus. L'autre point qui me pose un peu question toujours, c'est par contre qu'on est dans une relation un peu verticale avec le président Macron. C'est-à-dire qu'on a, comme il y a eu le grand débat, c'était le grand débat entre le président et son peuple, mais pas tellement entre les institutions de notre pays et la diversité des peuples ou du peuple. Là, de la même manière, on a l'impression que c'est lui qui va répondre aux 150 propositions, alors qu'il y aurait une étape là qui serait intéressante, c'est de porter ces 150 propositions devant l'Assemblée nationale, par exemple. Il y a une représentation, de proposer à toutes les collectivités de s'en saisir pour dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ça. Bref, d'avoir un processus délibératif plus complet, et ça enrichirait. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de faire les 2 France ou les 3 France. La France de ceux qui disent c'est n'importe quoi la Convention citoyenne, qui condamne tout, qui condamne son processus forcément manipulatoire, forcément les gens n'ont pas vraiment été tirés au sort, il y a eu magouille quelque part, théorie du complot, forcément ils ont été manipulés par tous les experts. Moi je suis intervenu, j'avais le même jour le patron de BNP. Je sais pas s'ils ont été manipulés par lui ou par moi, j'en sais rien, mais en tout cas on tenait pas les mêmes positions. Donc à un moment donné, s'il y a eu manipulation, enfin c'était pas le patron, c'était un des patrons. Voilà, je sais pas qui, voilà, où est-ce qu'il y a manipulation. Donc moi je crois qu'ils se sont fondés un point de vue. Voilà, dans ces 150 propositions, il y a des choses que je trouve tout à fait intéressantes. Il y en a que je trouve pas assez poussées parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps, parce que ça n'a pas été confronté à d'autres processus pour être élaboré. Par exemple, sur la question de l'écocide, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais il leur manque des phases de dialogue avec des juristes pour voir comment on en fait quelque chose. Voilà, sinon ça restera assez incompréhensible pour la plupart des gens. Mais je trouve que c'est une copie. C'est d'ailleurs le gros reproche d'Arnaud Gossman. Ouais, j'ai vu, mais bon, oui. Qui focalise beaucoup là-dessus et finalement qui a tendance un petit peu, me semble-t-il, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais exactement. Mais je trouve que c'est, je suis assez désorienté par le nombre de réactions qui vont dans ce sens-là. Beaucoup d'élus qui vont dans ce sens-là en disant la représentation c'est nous, un peu quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de nous piquez pas notre boulot. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on disait au début de notre entretien. Quand les initiatives citoyennes viennent interroger la posture et le rôle de l'élu. Voilà, moi je trouve qu'il y a un problème là-dessus. Donc je trouve qu'il y a une matière extrêmement riche. Toute la question est de savoir ce qu'on va en faire. Évidemment, comme toujours dans ces processus-là, moi j'ai fait quelques propositions là. J'en ai une supplémentaire qui nous vient de Youth for Climate dans ma région, les jeunes qui veulent faire une convention citoyenne en région maintenant, une nouvelle, en disant on va se saisir des 150, on va dire lesquelles nous paraissent les plus importantes et on va essayer de les régionaliser pour la région centre. Je trouve ça super. Je trouve que c'est vertueux. Et évidemment, nous on a une COP régionale, ça peut atterrir dans l'accord de la COP et bouger des lignes. Donc peut-être je vais dire quelque chose et beaucoup seront pas d'accord du côté de ceux qui critiquent cette convention. Je crois que quand on met les gens en état de réflexion dans des processus collectifs, on dépasse les perceptions individuelles que l'on a du monde, on chemine et on arrive un peu quand même souvent sur des perceptions qui sont pas loin de celles qu'on est en train de se raconter depuis le début de cet entretien. Et que quand on reproche aux écologistes de ne pas croire en la science, c'est quand même dingue. Quand vous avez 15 000 scientifiques du monde entier qui vous disent que 8 des 9 limites de la planète sont atteintes, qui c'est qui ne croit pas à la science? C'est nous? Ou c'est tous ceux qui sont prêts à ne rien changer alors qu'on est dans le rouge sur plein de points? C'est quand même ça qui est fou. Là, des citoyens, en écoutant des scientifiques, des acteurs économiques, des acteurs publics, font un avis qui n'est pas une vérité, c'est un avis livré au débat, extrêmement intéressant. Donc, je pense que on ferait bien d'en faire quelque chose et d'imaginer comment on peut tirer des enseignements sur le processus pour l'améliorer et pour le reproduire. Voilà. En tout cas, moi, ma conviction, elle est là. On a besoin de tiers. On est dans un pays où il y a peu de tiers. Quand je dis de tiers, on l'a vu pendant le coronavirus.
le conseil scientifique qui a été mis en place à la va-vite, avec quasiment pas de légitimité à part aux 20 heures. Il disait des choses, les décisions prises n'étaient pas les mêmes, mais parce qu'on a inventé ça dans le moment, et donc on a une espèce de dialogue entre le haut et le bas. La démocratie, c'est du dialogue entre le bas et le bas, entre le haut et le haut, entre le haut et le bas. Ça implique tout le monde. Mais pour ça, il faut des tiers. Il faut des commissions nationales du débat public pour aider à avoir des débats de qualité. Il faut des conseils scientifiques pour éclairer le débat. Il faut des conseils citoyens pour alimenter la réflexion. Et une démocratie complète, eh ben, elle doit intégrer toutes ces dimensions. Nous sommes dans une démocratie incomplète. On descend dans le classement mondial des démocraties dites. Il y a un classement mondial des démocraties et on doit être au 33e rang, ce qui est quand même pas, voilà, alors qu'on pense être le berceau de la civilisation et de la démocratie. Non, nous sommes une démocratie imparfaite et si on voulait, là, c'est un bon exemple, un chemin qui pourrait être intéressant pour non pas la rendre parfaite, mais pour l'améliorer parce que il faut la remettre sur l'établi tout le temps. Voilà. En tout cas, moi, c'est une préoccupation majeure et je trouve cet exercice plein d'enseignements intéressants. Benoît ? Ce que je trouve assez frappant, c'est que dans toute la diversité des personnes qui sont là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que c'est pas des experts et que aujourd'hui, on est quand même globalement dans une société qui est régie par les experts, souvent les lobbies. D'ailleurs, c'est souvent les lobbies. Voilà, on disait très souvent d'ailleurs que c'était le PDG d'EDF qui était le ministre de l'énergie. C'est un peu ce qu'on disait en France. Et donc, là, on est dans une situation où on a des gens qui n'ont pas forcément d'expertise et qui, eh bien, recueillent une extrêmement grande diversité d'informations. Et il en sort, en effet, quelque chose qui est globalement, comme disait Charles, qui va dans le sens de ce qu'on dit depuis le début de cet entretien. J'ai constaté avec le panel citoyen qu'on a fait en région Centre-Val de Loire qu'on est dans la même évolution, c'est-à-dire avec des gens qui arrivent plutôt sceptiques au début et puis à la fin c'est presque les plus radicaux tellement ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses. Donc je rentre pas plus dans le détail vraiment des mesures parce qu'encore une fois j'ai pas pris suffisamment le temps de les décortiquer. Ce que j'ai vu en les regardant assez rapidement, en tout cas, c'est que on avait des choses qui, alors certes, pouvaient manquer d'approfondissement et nécessitaient d'être réfléchies. D'ailleurs, voilà, les questions qui se posaient, c'était la faisabilité juridique, constitutionnelle de telle ou telle mesure, etc. On peut en discuter, mais ce qui est sûr, c'est que on parle de changement de civilisation. C'est ça le sujet en fait, c'est que la société va s'effondrer. Donc si on est là en train de se dire mais constitutionnellement ça marche pas, à chaque fois qu'on propose un truc de changement, en effet, c'est sûr qu'on n'est pas prêt de sortir du problème quoi. Voilà. Donc je trouve ça assez lamentable de sortir des arguments juridiques pour dire que c'est pas possible. Un panel qui, encore une fois, de mon point de vue, est probablement extrêmement représentatif de ce que doit être en fait un avis éclairé. Donc après, je connais pas bien tous les intervenants qui ont permis d'éclairer leurs opinions. Je sais qu'il y a Charles Fournier, c'est déjà au moins un très bon avis, mais du coup, voilà, moi j'ai plutôt tendance, en tout cas, à me dire, on a là, en tout cas, quelque chose qui est a priori plus fiable que l'avis d'un lobby. Voilà. Et malheureusement, la plupart des décisions qui sont prises aujourd'hui au niveau national sont des décisions qui sont avant tout apportées par des experts. Moi, je m'interroge beaucoup, par exemple, aujourd'hui sur l'émergence la réémergence de la question nucléaire, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que le nucléaire est en train de reprendre une place dans la fiscalité, c'est-à-dire que voilà, les nouvelles lois de réglementation thermique remettent le chauffage électrique, remettent le nucléaire au premier plan par rapport à des enjeux climatiques. Voilà, bref, le nucléaire en tout cas reprend une place de plus en plus importante dans le débat. On peut s'interroger d'où ça vient. Voilà, est-ce que ça vient d'un panel citoyen ou d'une convention, ou est-ce que ça vient du fait qu'il y a un certain nombre de polytechniciens derrière qui sont là en train d'expliquer que, voilà, vous comprenez bien,
Si on compte les térawattheures et qu'on fait sans le nucléaire, c'est pas possible. Voilà. Donc, bon, c'est pour ça que c'est toujours, moi, dans tous les cas, je me méfierais évidemment des critiques acerbes des conventions pour le climat et des procès en incompétence parce que je pense en tout cas que c'est probablement ce qui est le plus raisonnable, parce que justement pas guidé en tout cas par des idées préconçues, mais plutôt guidé par plutôt quelque chose d'assez neuf et de très d'enrichissement assez important. Oui, alors merci pour cette observation. C'est vrai que c'est un point qui apparaît essentiel, hein, cette problématique d'avoir finalement des gens qui ont réussi à émettre des avis qui ne soient pas sous influence. Ça, c'est un point. Il y avait aussi un point sur lequel je voulais vous faire réagir. Sur Marseille, un collectif d'avocats a proposé d'accompagner la transition écologique par une transition juridique. Je pense que Charles, typiquement, vous voyez bien qu'au niveau des régions, vous ne disposez pas de tous les outils pour cela, hein, pour agir concrètement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Alors, oui, non, j'étais en train de me dire que dans les parties prenantes qu'on a embarquées dans la COP, il nous manque les juristes à l'échelle régionale, même si c'est pas là que ça se joue. C'est-à-dire que nous, on est un peu tributaires des cadres, des lois et des règlements nationaux, que notre marge de manœuvre sur ce terrain-là est extrêmement faible. Mais il est évident qu'aujourd'hui, bon nombre de points ne sont soit pas clairs, soit pas présents, soit contradictoires dans le droit, et donc nous empêchent. Voilà. Il y a un exemple sur lequel je me bats un peu, qui est l'histoire du chef de fila de la transition énergétique des régions. C'est une théorie, mais qui n'est pas effective dans le droit, qui n'est pas effective dans les règlements, qui est faiblement effective dans les règlements. Et donc, du coup, je me rappelle d'une discussion un peu ubuesque au moment du lancement du service d'accompagnement de la rénovation énergétique, le programme de C2E qui s'appelle le SAR, où le cabinet de la ministre nous disait « mais non, vous n'êtes pas vraiment chef de file de la rénovation thermique ». Donc, on a dû renvoyer un extrait de la loi pour dire « bah si, c'est écrit ». Mais en fait, il n'y a pas la sécurisation juridique qui nous permet de tenir cet exercice de manière correcte. Et les exemples sont nombreux. Les situations sont nombreuses où on peut être freiné, voire empêché, parce que le droit ne permet pas. J'ajouterais que une des perspectives, alors à manier avec précaution, mais qui est celle de la différenciation, la fameuse loi 3D qui doit venir, qui doit autoriser à un traitement différencié d'un territoire à l'autre, au-delà du droit d'expérimentation qui aujourd'hui est quand même très encadré, nous permettent d'avoir des traitements différenciés. Peut-être que ça peut ouvrir, sur l'aspect réglementaire en tout cas, la voie à une agilité plus grande des territoires et pour pouvoir réussir un certain nombre de choses. Je pense loi, règlement. On avait essayé quelque chose avec Benoît, par exemple, si on prend la question du solaire. Sur le solaire, on a des niveaux les tarifs de rachat font que la rentabilité du solaire dans une région qui s'appelle la région Centre, c'est pas exactement la même que dans une région qui s'appelle PACA et Midi-Pyrénées. Et que voilà, on peut se dire que c'est équitable parce qu'on a la même règle pour tout le monde. Ben non, pas forcément. Il faudrait sans doute avoir une approche un peu différente pour pouvoir tenir compte des réalités territoriales. Voilà, c'est un exemple. Et donc, l'approche très jacobine du droit pose un sujet. Et puis enfin, je pense que, mais c'est le sens même de la réflexion sur l'écocide, c'est qu'on a besoin aussi d'un droit plus contraignant. Sur la question, en tout cas, de la biodiversité, c'est certain, plus responsabilisant, et que aujourd'hui, l'arsenal n'est pas complet. Cette histoire de Parlement de la Loire peut faire sourire, mais n'empêche que les altérations qui sont faites à la Loire sont gravissimes, et il n'y a personne pour pouvoir. Il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de responsable. La situation est ainsi. L'arrivée du mollusque du Mékong dans la Loire, qui pullule dans notre et qui modifie le milieu de la Loire,
c'est la faute à pas de chance. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, si on veut une société de responsabilité, il faut qu'on ait un droit qui aide à la responsabilité aussi. Voilà. Et je parle pas de punition, je parle d'inscrire la responsabilité vis-à-vis de la nature dans le droit. Voilà. Mais je suis pas juriste, hein, donc j'aurais du mal à creuser la question plus, mais dans une lecture politique, oui. Aujourd'hui, le droit n'est pas avec nous et c'est vrai que travailler avec des avocats, ce serait particulièrement intéressant. Enfin, avec des juristes. On va maintenant prendre la toute dernière question. Et on va commencer par Benoît. Benoît, d'après votre expérience, est-ce qu'on peut arriver à vraiment mettre en mouvement les citoyens face à un choc prévisible? Et comment? Alors, les citoyens, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est tous les citoyens. Et puis, ça dépend du délai. Et c'est un peu, pour moi, la grosse difficulté pour m'intéresser au sujet des territoires en transition. On a un vrai problème de confrontation entre l'urgence du changement et l'inertie qui va avec la transformation des modes de vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure, quand je parlais de Cuba, je posais la question de la compatibilité entre l'urgence et la démocratie, sans avoir en tout cas une réponse toute faite, en tout cas, hein, mais c'est la question de est-ce que on peut être tous contents et tous d'accord avec une transformation profonde et radicale et rapide d'une société. Voilà. Est-ce que c'est au-delà de la théorie ou d'un idéal qu'on pourrait s'en faire, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? À cette heure, j'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que donc moi j'expérimente dans ma commune du coup la transition en partant du bas, voilà, transition citoyenne. On est passé du coup de 22 personnes en 2011-2012 à 800-900 adhérents en 2019. Donc c'est une vraie satisfaction hein, pour une ville de 8000 habitants. Mais sur ces 900 personnes, je ne saurais même pas dire le pourcentage qui est vraiment conscient de l'urgence à ce point-là. Il y a plein de gens qui sont là parce que c'est un endroit sympa et qu'on est des gens sympas et qu'on fait des trucs sympas ensemble. Mais par exemple, il y a une dame qui était là depuis le début, qui avait vu ma première conférence sur l'après-pétrole. Et le jour où elle a vu ma vidéo Combini, elle m'a dit « j'ai mis une semaine à m'en remettre ». Elle a vu ma vidéo Combini sur les biorégions où je disais « voilà, la population, machin, on va devenir quasiment végétarien ». En effet, enfin bref, ce que je dis dans cette petite vidéo de 3 minutes, ça l'a complètement bouleversé. Et j'étais là, mais c'est quand même incroyable. Je lui ai dit, enfin, ça fait quand même plusieurs années qu'on est dans la transition ensemble et ça te bouleverse que j'ai dit ça. Enfin, ça m'a paru incroyable. Et en fait, ça me fait vraiment prendre conscience qu'on est tous, vraiment tous, à la fois à un niveau de conscience extrêmement différent, mais surtout avec une histoire personnelle, une culture, un contexte familial qui fait que c'est extrêmement difficile de trouver le dénominateur commun qui peut faire qu'on peut embarquer tout le monde. Je vous donne un autre exemple. Quand je suis allé faire une conférence pour Toulouse en transition, c'était vers 2012, je crois. Le repas d'avant le truc, avec un des militants de Toulouse en transition. Donc moi, j'avais déjà quitté Airbus depuis quelques années. Et donc, on déjeune, on dîne avant d'aller à la conférence. Et puis, il y a un des gars qui était ingénieur chez Airbus. Et je lui dis, bah alors, toi, comment t'envisages ta transition professionnelle puisque tu es à Toulouse en transition, préparer l'après-pétrole et tout ça? Et il me dit, bah, moi, en fait, de toute façon, tant que je trouve pas d'équivalent en termes de niveau de vie, tu comprends, j'ai le crédit pour de la maison à payer, etc. Donc moi, de toute façon, je reste ingénieur chez Airbus et puis voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres. Et là, en fait, effectivement, j'intègre le fait que voilà, on peut aussi avoir plein de bonnes idées et pour autant se sentir complètement dans une incapacité à transformer son mode de vie. Donc, j'ai pas aujourd'hui de recette. Pour tout dire, j'ai espéré beaucoup avec ce confinement et je me suis dit peut-être que si au plus haut niveau de l'État, on dit
mettons-nous-y tous maintenant. Et à ce moment-là, Charles Fournier à la région, le maire de la commune ici, le chef d'entreprise à cet endroit-là, etc., se retrouvent impliqués dans une dynamique et chacun trouve ses solutions là où il est, comme il peut, mais dans une dynamique où tout le monde se retrouve sur un dénominateur commun de la nécessité du changement. Bah, je me dis que j'ai espéré en tout cas qu'on puisse vivre un moment comme celui-là, mais c'est un peu l'utopie du grand soir. Et en l'occurrence, effectivement, je me suis complètement leurré probablement avec un truc comme ça, parce que le grand soir, en l'occurrence, n'arrive pas. Mais j'ai l'impression que c'est probablement, en tout cas, tant qu'on n'aura pas une impulsion, non pas de là-haut qui va tout faire et qui va tout décider, on s'y met tous et chacun prend ses responsabilités là où il est. J'ai peur qu'en tout cas, on ne puisse pas répondre à l'urgence. Voilà. Et sinon, bah, il faut en effet que chacun, là où il est, fasse ce qu'il peut. Merci beaucoup. Charles, votre point de vue sur justement la mise en musique, la mise en action des citoyens pour faire face à ces chocs qui nous attendent. Alors, moi, il faut finir sur une note d'espoir, et donc j'en ai plusieurs désespoirs. Le premier, c'est les territoires. Je suis convaincu que c'est l'endroit où on joue collectif, c'est l'endroit où on fait corps, c'est l'endroit où on peut se connaître, se reconnaître, où on peut interagir, voilà. Et donc, du coup, je sais pas il y a plein d'échelles différentes, mais en tout cas, c'est là où ça se passe. Voilà. Et donc, du coup, je me bats partout, d'ailleurs, y compris dans mon propre mouvement, par moment, pour rappeler cette importance-là. Je dis ça, il faudrait sans doute y réfléchir plus longtemps. Ça, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais si on avait un président de la République tout à fait prêt à des changements, il y aurait sans doute des changements, mais si on imagine ce président avec personne dans les territoires prêt à les mettre en œuvre, dans un pays qui s'est quand même un peu décentralisé, je suis pas sûr qu'on avancerait très vite. Mais j'imagine la situation inverse, si tous les territoires étaient prêts à s'engager dans des changements, avec un président qui n'aurait pas du tout, ou une présidente cette lecture-là, je pense qu'on avancerait plus vite. Mais tout ça mériterait des grands débats et des longues réflexions. Mais j'ai l'impression que il faut à la fois du collectif et de l'autonomie, voilà, pour que ça fonctionne, de l'autonomie de pensée, de l'autonomie d'action, voilà. Donc ça, c'est mon premier espoir. Le deuxième, il y a quand même une génération derrière qui s'exprime. Alors qui va pas être très patiente, parce qu'on n'est pas patient quand on est jeune, et légitimement, on a envie que ça aille un peu, voilà, mais on sent que ça pousse. C'est pas la génération, c'est une part de cette génération. Moi, j'ai ma fille, elle est à Extinction Rebellion parce que c'est ce qui lui paraît quand même être le plus efficace. Pour autant, à Extinction Rebellion, on aime bien un élu comme moi, pas parce que voilà, mais plus parce qu'ils se disent, ils se disent encore qu'il y a des connexions qui sont possibles. Voilà, donc on est encore dans ce moment où on sent qu'il peut y avoir des alliances qui fonctionnent. Mon troisième espoir, c'est cette idée d'alliance. J'ai l'impression que moi, je conçois mon rôle comme étant un faiseur d'alliances, quoi. Je passe mon temps à faire des alliances, à connecter des gens avec des gens, des territoires avec des territoires, des expériences avec des expériences. Et j'ai l'impression quand même qu'entre le début où j'ai commencé à faire ça et le moment où j'en suis, il n'y a pas une révolution, mais il y a quand même un cran qui est passé, quoi. Et qu'on revient pas en arrière quand même, voilà. Et donc ça, moi, ça me donne de l'espoir parce que ça pousse et ça nous dépasse et ça me dépasse et c'est tant mieux. Donc ça, c'est un de mes espoirs. Et puis le dernier, c'est qu'il y a quand même des gens extraordinaires. Voilà, on a quand même une richesse de gens qui réfléchissent à tout ça, de gens qui font. On a des pionniers. On a quand même, voilà, donc autour de nous, il y a quand même tout ça. Et donc ça, je pense ça a besoin de s'incarner dans des personnes aussi, voilà, même si, mais c'est stimulant pour plein de gens. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est quand je vais voir des gens là, et puis que je leur raconte tout ça et qu'on échange. Et ben, j'ai l'impression que ça a un effet entraînant. Et donc, je trouve ça génial. Voilà. Moi, tout autant que moi, je suis hyper entraîné par des tas de gens qui sont en train de faire, quoi. Et je suis assez impressionné par des gens qui fabriquent des trucs, voilà, qui sont fous et qui vont changer le monde. Donc, mes espoirs, ils sont là. Il y a tous les freins, tous les risques. Je les connais. Je les ignore pas du tout. J'en parle souvent.
Mais là, j'avais envie de conclure sur ces notes d'espoir-là. Et enfin, il y en a une, peut-être, c'est de dire que c'est une majorité culturelle qu'il faut avoir, c'est pas une majorité du nombre. La majorité culturelle, sur la question de l'écologie, peut-être pas encore du passage à l'acte, elle est un peu en mouvement. Voilà. 78%, c'est ça, des Français considèrent que c'est une priorité absolue que ce sujet-là. Je me replace dans une échelle de temps de 10 ans, puisque je suis élu à peu près depuis 10 ans. Mais comment c'était affreux il y a 10 ans de faire ce que je fais. Comment il y a 10 ans, il n'y avait personne autour, pas grand monde. Je veux dire, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, ça, quand même, si on se sort de notre propre échelle de temps, il y a quand même des trucs qui sont en train de se passer. Et moi, ça me donne de l'espoir. Écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion avec cette note d'espoir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Benoît. Merci Charles. C'était super. Merci de l'animation et de l'échange. C'était très chouette. Merci beaucoup. Donc, je vous dis au revoir et puis à très bientôt pour la suite. À très bientôt.